J'étais à moitié endormi, dérivant vers le sommeil, quand mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet et m'a ramené à la réalité. Je l'ai laissé vibrer quelques fois. J'ai failli l'ignorer, mais quand j'ai vu Dalton appeler, j'ai décroché. Il ne m'appelle jamais après minuit à moins que quelque chose de grave ne se soit produit. Et, ai-je marmonné en me frottant les yeux. Ça va? Sa voix est venue, basse et stable. Où est Bryn? Ça m'a complètement réveillé. Je me suis assis, mon cœur battant déjà la chamade. Sommet des ressources humaines à Houston, lui ai-je dit. Pourquoi? Il y a eu une pause au bout du fil, lourde et tendue, comme quelqu'un retenant un couteau. Dal, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Elle s'est enregistrée dans la suite Boardwalk Grand du club il y a 3 heures. Elle a utilisé ta carte de débit. Avant de continuer, veuillez vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Je n'ai rien dit à voix haute. J'ai juste fixé le mur de la chambre et j'ai rejoué chaque conversation que Bryn et moi avions eue cette semaine-là. Elle était partie lundi et avait dit qu'elle serait de retour vendredi. Je l'avais aidé à faire ses valises. Dalton a de nouveau parlé, sa voix plus basse cette fois. Elle n'est pas seule, mec. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. Qui est avec elle? Ai-je demandé. Cole Merrick, a-t-il dit. Un grand type, baraqué, barbe noire. Entendre ce nom m'a retourné l'estomac. J'ai eu un mauvais pressentiment dès qu'il l'a dit. Cole, le collègue inoffensif de Bryn. Celui dont elle se moquait toujours. Le gars qu'elle insistait être juste un ami qui la taguait dans des mèmes stupides. J'avais demandé 1 ou 2 fois s'il se passait quelque chose entre eux. Elle avait ri comme si j'étais paranoïaque. Dalton n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Il a gardé un ton neutre, comme s'il comprenait comment cela allait atterrir. J'ai des preuves, a-t-il dit. Des images de caméra, des reçus, des horodatage. Veux-tu que je te les envoie, a-t-il demandé. Je me suis frotté les yeux, la mâchoire si serrée que ça me faisait mal. Pas encore. Tu veux que je bloque la carte, que je la mette dehors, a-t-il insisté. Non, ai-je dit. Laisse-la dépenser. Laisse-la croire qu'elle est intouchable. Dalton a fait une pause. Tu es sûr, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit, plus froid que je ne l'aurais cru. Laisse-la creuser son propre trou. D'accord, je veux tout. Images, journaux, chaque reçu avec son nom, a-t-il confirmé. Quel est le plan, ai-je demandé en regardant le plafond. Le silence dans la pièce semblait énorme. Ma poitrine était lourde et engourdie, mais ma tête travaillait déjà. On ne la confronte pas, a-t-il dit. On la termine. Il a fait un sifflement bas au téléphone. D'accord, je la mettrai à l'aise. Fais en sorte que ça compte. J'ai hoché la tête pour moi-même, même s'il ne pouvait pas me voir. Surclasse la suite, m'a-t-il dit. Pardon, ai-je dit. Tu m'as entendu. Laisse-la en profiter. La même chambre où nous sommes restés pour notre anniversaire l'année dernière, n'est-ce pas, ai-je demandé. Ouais. Ouais. La même, a-t-il dit. Parfait, ai-je dit. Offre-lui le traitement royal une dernière fois. J'ai raccroché et je suis resté dans le noir. Il n'y avait pas de larmes, pas de cris, juste un vide, une quiétude stable. Mais quelque chose à l'intérieur de moi a basculé. Ce n'allait pas être une dispute. Ce serait un enterrement. Je suis resté figé là pendant un long moment. Je me suis assis sur le canapé, les coudes sur les genoux, le téléphone à la main. La pièce était d'un calme plat. Pas de télévision, pas de musique, juste le réfrigérateur qui bourdonnait dans le couloir et la climatisation qui se mettait en marche de temps en temps. Chaque ombre ressemblait à une accusation. Le canapé sentait encore faiblement ses produits capillaires. Lavande et ce parfum faussement sucré et écœurant. Sa couverture, celle dans laquelle elle s'enveloppait toujours, était en boule à côté de moi. Je ne l'ai pas touchée. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un message, puis un autre, puis une avalanche. Dalton ne plaisantait pas avec ses preuves. Ce n'étaient pas des captures d'écran granuleuses ou des zooms flous d'une caméra de coin. C'étaient des images cristallines, en haute résolution. Bryn en paréo, un verre à la main, son autre main enroulée autour du poignet de Cole, riant comme si elle ne me mentait pas depuis des mois. L'image suivante la montrait, la tête sur son épaule.
Tous deux étalés comme un couple en vacances. Puis celle qui a atterri comme un coup de poing. Elle l'embrassant à la porte de la suite. La même suite où nous étions restés pour notre anniversaire. La même vue du balcon. La même rambarde en fer noir sur laquelle elle s'était appuyée lorsque nous avions trinqué il y a 2 ans. J'ai regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, le rétroéclairage s'étant éteint. Je n'ai ni cligné des yeux ni bougé. Mes mains me semblaient être des poids morts. Ma poitrine était un vide. Ce n'était pas de la fureur. Du moins, pas encore. C'était le genre de silence qui s'enfonce dans vos os et ne vous quitte pas. Dalton a de nouveau envoyé un texto. « Tu veux que je bloque la carte ? Que je mette fin au week-end » a-t-il demandé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai répondu rapidement. Non. Laisse-la dépenser. Laisse-la croire qu'elle a réussi. Laisse-la creuser sa propre tombe avec chaque reçu. Je me suis penché en arrière, j'ai étiré mon cou jusqu'à ce qu'il craque, et j'ai tapé un autre message à Dalton. Envoie-moi tout. Je veux les reçus, les notes de service en chambre, les horodatage, les images de sécurité, tout ce que tu peux trouver. Je voulais une pile si épaisse qu'elle ne pourrait pas s'en sortir en parlant. Dalton n'a pas pris la peine de demander pourquoi. Sa réponse est venue rapidement. Je suis déjà en train de rassembler tout ça. Il a ajouté, ça pourrait prendre quelques heures. J'ai envoyé une dernière ligne. Surclasse leur suite. Mais le paquet. Sa réponse est venue après une pause. Tu es sérieux ? Je pensais que tu voudrais qu'elle rampe. Pas encore, ai-je répondu. Déroule le tapis rouge. Laisse-la croire qu'elle vit comme une reine. Je veux qu'elle soit convaincue qu'elle est au sommet de la montagne juste avant que le sol ne cède. Dalton est revenu avec un seul mot. Fait. J'ai posé le téléphone et je me suis levé. J'ai erré dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo juste pour m'occuper. Je n'avais pas faim, mais j'ai pris une bière quand même, enlevant la capsule contre ma chemise. Mes mains tremblaient, pas de chagrin, mais de tension brute. De savoir exactement ce qu'elle faisait, à 3 états de là, pendant qu'elle pensait que je ronflais dans notre lit, ignorant tout. J'ai ramené la bouteille sur le canapé, je me suis assis et j'en ai bu la moitié d'un trait. Mon cœur s'était stabilisé alors, non pas calme, concentré. Et il ne s'agissait pas seulement du fait que Bryn me trompait. C'était l'étincelle. Ce qui brûlait plus fort, c'était l'audace de tout ça. Le culot de se présenter sous son propre nom, d'utiliser ma carte de débit comme si je n'étais qu'un distributeur automatique qui attendait à la maison. Aucun effort pour brouiller les pistes. Pas de carte prépayée, pas de pseudonyme, juste à découvert. Riant, touchant, embrassant un type que je ne pouvais déjà pas supporter. Ce clown suffisant dont elle disait en plaisantant qu'il ressemblait à Chris Hemsworth s'il travaillait dans les assurances. Elle l'a dit comme si c'était inoffensif. Il s'avère que la blague est tombée sur moi. Les photos de Dalton ont commencé à arriver par lot, chacune horodatée à la seconde près. Cole faisant glisser la clé de la chambre sur le comptoir. Bryn prenant un selfie dans le miroir de l'ascenseur, une bouteille de champagne à la main. Une autre. Son téléphone dans sa main, clairement en train d'envoyer un texto. J'aurais pu être à l'autre bout. Je ne le saurais jamais. Elle tapait probablement « Tu me manques » pendant qu'elle se préparait à se glisser dans le lit avec lui. Je n'ai pas effacé une seule photo. Je les ai toutes mises dans un dossier sur mon bureau que j'ai intitulé « Inventaire ». Froid, précis, organisé, exactement comme je me sentais à l'intérieur. Je n'ai jamais fermé les yeux cette nuit-là. Je suis resté dans ce salon pendant que la ville dehors continuait de respirer, inconsciente. Elle avait fait ses choix. Je rédigeais le plan de la façon dont elle devrait vivre avec eux. Le soleil n'avait même pas encore dépassé la clôture du voisin lorsque j'ai pris mon téléphone et appelé la banque. J'étais perché au comptoir de la cuisine, une demi-tasse de café réchauffé à côté de moi. Les captures d'écran de la nuit précédente brillaient encore sur mon ordinateur portable. La femme au bout du fil a demandé pourquoi je voulais geler le compte. Je lui ai dit que la carte avait été utilisée sans ma permission, ce qui était la vérité. Elle a expliqué que je devrais déposer une réclamation pour fraude. Je le ferai, ai-je dit. Gelez-la simplement pour l'instant. Plus de frais. Elle a confirmé, elle est désactivée avec effet immédiat. J'ai raccroché, j'ai pris mon café et je suis retourné sur le canapé. Quelques minutes plus tard, le texto de Dalton est arrivé.
Elle vient d'essayer de commander des boissons au bord de la piscine, refusé. Elle a l'air confuse, fait comme si de rien n'était. Cole est mal à l'aise. J'ai souri. La tension dans mes épaules s'est un peu relâchée. C'était la première fissure. Je ne lui ai pas répondu. J'ai laissé mijoter. 2 autres heures se sont écoulées. Je n'ai jamais quitté le canapé, j'ai juste regardé l'horloge avancer et j'ai fait défiler des photos que je n'aurais jamais dû voir. Puis Dalton m'a de nouveau contacté. Elle est à la réception, en train de faire une scène. Les directeurs interviennent. Elle exige des réponses sur la raison pour laquelle sa carte est morte. Cole reste en retrait comme si elle était une étrangère. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, regardant les points de frappe clignoter. Elle prétend que c'est un problème technique, demande que la suite soit offerte en guise d'excuse. Je n'ai donné aucune réponse. J'attendais la partie que je savais qui allait frapper, et pile à l'heure, 15 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai laissé sonner à moitié avant de décrocher. « Eh, chérie » a-t-elle dit, prenant ce faux ton enjoué, mais sa voix s'est brisée sur les bords. Elle avait l'air trop préparée, comme si elle avait répété des lignes dans le miroir. « Comment s'est passée ta matinée ?» J'ai gardé ma voix légère, calme, courtoise. « Bien. »« Et la tienne ?» ai-je demandé. « Oh, je gère juste un truc bizarre. Je suis à Boston et ma carte a des problèmes. » Elle a essayé d'avoir l'air désinvolte. « Je suis juste allé acheter un smoothie et la carte a été refusée. » N'est-ce pas étrange? Boston, hein. J'ai laissé les mots flotter dans l'air assez longtemps pour qu'elle en sente le poids. Oui, c'est étrange. Elle a continué comme si de rien n'était. J'ai appelé la banque plus tôt mais je n'ai pas réussi à les joindre. J'ai pensé que tu avais peut-être vu quelque chose d'inhabituel et que tu l'avais gelé. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Non, je l'ai juste signalé comme volé. Elle a hésité. J'ai pu entendre la panique s'insinuer dans ses mots suivants. Volé? Ouais, ai-je dit, en gardant ma voix facile. Quelqu'un l'a utilisé à environ 3 heures de Houston pour s'enregistrer dans une suite à Atlantic City. Mais tu as dit que tu étais à Boston, n'est-ce pas? Silence. Puis, de quoi tu parles? Tu t'es enregistré au Boardwalk Grand hier soir, lui ai-je dit. Suite 24C, la même chambre où nous avons célébré notre anniversaire. Sa voix s'est brisée. Dalton. Ouais, ai-je dit. Dalton était là, il te dit bonjour. Il a mentionné que tu avais l'air plutôt à l'aise. Je l'ai entendu prendre une longue inspiration, comme si elle essayait de ne pas crier. Je peux expliquer. J'ai souri, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Je suis sûr que tu le peux, mais pas à moi. Écoute, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais ce n'est pas ce que je crois avoir vu, les jeux coupés. C'est ce que j'ai en ultra haute résolution depuis une douzaine de caméras différentes. Tu n'es pas maligne. Tu es paresseuse. Un autre long silence. Puis elle a abandonné son jeu, tu as gelé les fonds. Ouais. Toi et Cole feriez mieux de vider vos sacs pour de la monnaie. Peut-être qu'il a un compte d'épargne, mais j'en doute. Il a l'air de vivre de poudre de protéines et de vodka bon marché. Tu es cruel, a-t-elle claqué. Non, lui ai-je dit calmement. Je suis exact. Puis j'ai mis fin à l'appel. À la seconde où la ligne s'est coupée, j'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté là. Je ne me sentais pas comme si j'avais gagné. Pas encore. Mais je me sentais propre, comme si j'étais enfin sorti d'un marécage et que j'avais rempli mes poumons d'air frais. J'ai passé le reste de l'après-midi à trier les preuves. J'ai organisé le dossier, étiqueté chaque capture d'écran, les effets correspondre aux horodatage et j'ai aligné les reçus dans l'ordre. Dalton a continué à me donner des mises à jour comme sur des roulettes. Vers 19h30 ce soir-là, il a envoyé son dernier message. Elle est assise dehors près du voiturier. Puis est venue une photo. Brine sur un banc, les bras croisés sur sa poitrine. Pas de maquillage, pas de sourire. Les cheveux tirés en arrière dans un chignon désordonné. Les lumières de l'hôtel rendaient sa peau blafarde. Ses yeux étaient vides. Valise à ses pieds, à moitié zippée. Cole n'était nulle part. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Elle ressemblait à quelqu'un qui vient d'apprendre que le vol n'était pas retardé. Il était parti. La porte fermée derrière elle.
Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Je connaissais déjà la fin. Elle avait tout misé sur un week-end de mensonges et la maison à gagner. Au lever du soleil, mon téléphone a de nouveau vibré. Dalton me donnait le compte rendu. Elle est en train de craquer, crie sur le personnel, exige des avantages de fidélité. Elle jure qu'elle est diamondilite. Je l'ai lu à moitié endormi, toujours allongé sur le canapé. Je n'étais pas allé au lit, j'avais juste somnolé par intermittence, me réveillant toutes les heures comme si mon esprit refusait de lâcher prise jusqu'à ce que le travail soit fait. J'ai répondu par texto, Cole est toujours là. Dalton a répondu, non. Non. Il s'est volatilisé. Il a pris son sac de sport et est parti avant l'aube. N'a même pas dit au revoir. Je me suis assis et j'ai laissé ça s'imprégner. Elle a échangé une vie stable contre un gars qui l'a largué avant le petit déjeuner. Je n'aurais pas pu mieux écrire le scénario. Je me suis levé, j'ai versé une autre tasse de café, noir cette fois, sans crème, sans sucre, et je me suis assis au comptoir de la cuisine. Il était temps de passer à la phase 2. Premier mouvement. La bloquer de partout. J'ai ouvert l'application bancaire commune, j'ai révoqué son accès, j'ai changé les mots de passe, j'ai ajouté l'authentification à 2 facteurs et j'ai tout fait passer par mon numéro. L'étape suivante a été le compte professionnel lié à notre entreprise de rénovation de maison. J'ai également supprimé son identifiant là-bas. J'ai gelé tous les rôles d'administrateur sauf le mien. Ensuite, j'ai accédé au portail de la carte de crédit, j'ai désactivé la carte, bloqué les paiements automatiques, effacé les récompenses de voyage. J'ai regardé son nom sous « Utilisateurs autorisés » pendant une seconde, puis j'ai cliqué sur « Supprimer ». Après cela, j'ai appelé le fournisseur de téléphonie mobile, je leur ai donné mon identité et j'ai coupé sa ligne. Fait en moins de 5 minutes. Pas d'avertissement, pas de numéro de secours. Laisse-la emprunter le téléphone d'un étranger si elle a besoin de pleurer. Je me suis penché en arrière, j'ai fait craquer mes doigts et j'ai passé l'appel qui a tout scellé. Mon avocat, Miles Pruitt, a répondu à la 2e sonnerie. Bonjour, mec. Tout va bien? Prêt à demander la séparation, lui ai-je dit. Pour adultère, et oui, vous aurez des preuves. Il y a eu une pause au bout du fil. C'est rapide, a dit Miles. Ouais, ai-je répondu. Elle a rendu les choses faciles. Miles n'a pas insisté pour les détails. Il a juste dit, envoyez-moi ce que vous avez par email. Je commencerai les démarches. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé tout le dossier. Chaque photo, chaque reçu, chaque débit de carte, les journaux de l'hôtel avec les horodatage. En regardant tout ça regroupé, ça ressemblait plus à une enquête pour fraude qu'au débris d'un mariage. En fin de matinée, mes mains avaient cessé de trembler. Je n'étais pas engourdi. J'étais vif, clair, fini de prétendre qu'il y avait quoi que ce soit à réparer ici. C'est alors que je me suis tourné vers le côté public des choses. Bryn nous avait toujours dépeints en ligne comme un couple de contes de fées. Grand sourire, photos de vacances, ces légendes de motivation sur le fait de travailler ensemble, de s'élever ensemble. Maintenant, ces publications avaient un goût de poison. Elle affichant une fantaisie tout en s'éclipsant pour ses escapades avec Cole. J'ai ouvert Facebook, j'ai remonté 3 mois en arrière et j'ai trouvé une de ses publications. Une photo de nous lors d'une dégustation de vin dans la Napa Valley. Sa légende disait, 2 cœurs, une ambition. Construit, pas acheté. Je me souviens de m'être tenu à côté d'elle pour la 10e reprise. Elle forçant un sourire pendant que mon esprit était sur les factures et comment nous allions payer la nouvelle unité de climatisation. Sous cette publication, j'ai tapé une seule ligne, j'espère que Cole a apprécié la climatisation. Reçu à venir. Pas de hashtag, pas de rage, juste la vérité. 5 minutes plus tard, une notification est apparue. Bryn a répondu à votre commentaire. Le temps que je clique, tout son profil avait disparu, supprimé, volatilisé. Dalton a envoyé un texto juste après. Elle perd la tête. Je pense qu'elle a vu ton message. Elle fait les 100 pas dans le hall comme une folle. J'ai répondu, tu l'as toujours sauvegardé? Sa réponse a été instantanée. Chaque mot. Capture d'écran et sauvegarde. J'ai même enregistré son profil avant qu'il ne disparaisse. Tu sais, je suis minutieux. J'ai éclaté de rire. Le premier vrai rire depuis des jours.
Dalton avait toujours été solide, mais maintenant il opérait comme un chirurgien. Je me suis déconnecté de Facebook et je me suis penché en arrière, fixant le mur pendant que la bouche d'aération ronronnait au-dessus de moi. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune pitié. Ce que j'ai ressenti, c'était le contrôle. Elle avait été imprudente. J'avais été patient. Maintenant, le piège était tendu, et elle le savait enfin. J'ai pris mes clés et je suis parti faire un tour, pas loin, juste jusqu'à la crête derrière le quartier, où la vallée s'étendait sur des kilomètres. Le soleil tapait déjà, la chaleur du milieu de matinée était lourde. Je me suis garé, j'ai baissé la vitre et j'ai laissé la brise me caresser le visage. Là-bas, j'ai imaginé sa situation. Assise dans un hall d'hôtel chic sans carte qui fonctionne, sans ligne téléphonique, l'homme avec qui elle a triché, parti avant l'aube. Je pouvais presque la voir essayer une fois de plus de charmer le directeur, le rouge à lèvres étalé, la voix tremblante, trébuchant sur ses propres mensonges. Mais rien ne fonctionnerait car chaque sortie qu'elle pensait avoir, je l'avais déjà verrouillée. Je suis rentré de la crête et je me suis assis à nouveau devant l'ordinateur. L'email de son entreprise était toujours enregistré dans mon remplissage automatique. Elle avait utilisé l'ordinateur de bureau quelquefois lorsque son ordinateur portable la distrayait. J'ai cliqué sur « Composer », j'ai tout joint. Les journaux de l'hôtel, les notes de service en chambre, les notes de bar, les photos horodatées, même la facture du surclassement avec son nom bien en évidence. Objet, écart dans le rapport de dépenses. Urgent. J'ai laissé le corps du message vide. Les fichiers parlaient d'eux-mêmes. Brin travaillait dans les ressources humaines d'entreprise. Un grand titre, un ego encore plus grand. Elle organisait des formations sur la conformité, donnait de longues conférences en ligne sur l'éthique et le leadership. Elle était censée être l'employé modèle, mais elle avait réservé son vol avec la carte de l'entreprise, puis était passée à la mienne pour le reste de sa virée. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Moins d'une heure plus tard, un avis a rebondi. Pas une erreur, mais une alerte de transfert. Sa boîte de réception avait déjà été redirigée vers son superviseur. Parfait. Vers 14 heures, Dalton m'a de nouveau contacté. « Tu as déjà vu ça ?» Puis est venue une capture d'écran. Cole n'était pas un simple collègue. Il était son subordonné. Dalton avait déterré une vieille story Instagram d'une retraite d'entreprise, puis avait sorti l'organigramme de LinkedIn. Cole relevait directement d'elle. Cela seul était une mine d'entreprise. Et ça ne s'arrêtait pas là. Cole était aussi marié. Dalton l'avait repéré sur une page de salle de sport d'Atlantic City que sa petite amie suivait, puis avait remonté la piste jusqu'à une photo de mariage taguée. La mariée, Marlo Merrick, blonde, bien coiffée, compte privé, mais ses cercles recoupaient ceux de Brin d'une conférence, Women in Business, l'année dernière. 3 heures plus tard, Dalton m'a de nouveau contacté. Marlo vient de passer un appel. Elle a une amie dans leur service des ressources humaines. Elle sait. C'est fini, ai-je murmuré. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé le plafond et j'ai juste attendu. 48 heures. C'est le temps qu'il a fallu. D'abord est venu l'email à toute l'entreprise que la petite amie de Dalton m'a transféré. Avec effet immédiat, Brinrod et Cole Merrick ne sont plus employés chez Vantage Solutions en raison de graves violations des politiques de conduite de l'entreprise. Nous ne tolérons pas l'abus des ressources de l'entreprise ou des dynamiques de pouvoir sur le lieu de travail. Deuxièmement, Dalton m'a envoyé une capture d'écran de la story de Marlo, juste un fond noir avec 3 mots écrits dessus. J'ai découvert. Fini. Le lendemain matin, Brin m'appelait. Numéro inconnu. J'ai d'abord ignoré, mais quand il est revenu une 3e fois, puis une 4e, j'ai répondu, curieux de voir jusqu'où elle était tombée. S'il te plaît, a-t-elle rappé, la voix rauque. J'ai juste besoin d'un vol pour rentrer. Pas de travail, hein, ai-je demandé. Silence pendant un instant. Tu as tout envoyé à mon email professionnel, a-t-elle finalement dit. Tout ce que j'ai fait, lui ai-je dit. Je n'ai même pas pris la peine de mettre un filigrane. Je voulais qu'ils voient par eux-mêmes. Sa voix s'est brisée. J'ai tout perdu. J'ai dit, rien. Elle a reniflé, a réessayé. Je n'ai pas de carte. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rentrer. Tu es toujours à Atlantic City, ai-je demandé en regardant l'horloge. Ouais. D'accord, ai-je dit.
Je vais te réserver un vol. Vraiment? Elle avait presque l'air soulagée, mais pas du genre auquel on s'attend. Je me suis connecté et j'ai trouvé le vol de nuit le moins cher possible. Un siège du milieu avec 4 escales, pas de bagages à main, pas d'avantage, pas de surclassement, pas même d'embarquement prioritaire, juste un long et misérable trajet avec beaucoup de temps pour réfléchir. Je l'ai réservé, je lui ai envoyé les détails par texto et j'en suis resté là. Le jour J est arrivé, je connaissais son heure d'atterrissage, mais je ne suis pas allé à l'aéroport. Je ne suis même pas resté à la maison. J'ai traversé la ville tôt et j'ai attendu sur le parking d'un restaurant jusqu'à ce que je reçoive la notification de livraison. J'avais laissé une enveloppe scotchée à la porte, pas une clé de maison, mais une clé d'un garde-meuble à 20 minutes de la ville. À l'intérieur se trouvaient toutes ses affaires. J'avais changé toutes les serrures la semaine précédente, les portes, le garage, même le code de la boîte aux lettres. Son nom n'était pas sur l'acte de propriété. Et l'avocat avait déjà confirmé qu'elle n'avait pas le droit d'entrer. La note scotchée à la porte disait « Toutes tes affaires sont dans le garde-meuble 129. » Le code est notre ancien code d'alarme. Au revoir. Rien d'autre. Pas de signature. Pas de supplique. Juste des instructions. Froid et net. Dalton a envoyé un texto peu après. Elle est devant ta porte, fixant la note. Pas de sac sauf son sac à main et une valise à roulettes déglinguée. On dirait qu'elle a pleuré tout le vol. Je lui ai dit de la faire bouger, de s'assurer qu'elle comprenait que c'était fini. Il l'a fait. Elle a appelé un Uber pour se rendre au garde-meuble. Je le sais parce que j'ai reçu l'alerte de mouvement de la caméra de sécurité à l'intérieur. Elle a entré l'ancien code d'alarme, celui qu'elle disait en plaisantant être trop simple à deviner, et a franchi la porte. Les lumières se sont allumées. Elle s'est arrêtée net devant les boîtes empilées. Tout était étiqueté, ses vêtements, ses chaussures, ses affaires de salle de bain, sa boîte à bijoux. J'avais même plié soigneusement sa robe de mariée dans une caisse en plastique. Tout était là, mais elle n'avait nulle part où l'emporter. Elle est restée là, à regarder, comme si elle regardait dans sa propre tombe. Je ne regardais pas pour avoir pitié. Je voulais juste la preuve qu'elle comprenait enfin. Le journal indiquait qu'elle était restée dans cette unité près d'1 heure. Elle n'a pas bougé une seule boîte, elle est juste restée figée, espérant peut-être qu'une s'ouvrirait et lui dirait que tout n'était qu'un mauvais rêve. Rien ne s'est passé. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cousin Fletcher. Il tient un prêteur sur gage près de Mesa. Je lui ai apporté la bague, alliance en platine, pierre taillée sur mesure. J'avais surpayé à l'époque parce qu'elle méritait quelque chose d'intemporel. Fletcher n'a pas posé de questions. Il a vérifié le diamant, a fait glisser l'argent sur le comptoir et a rédigé un reçu. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté derrière un centre commercial et je suis entré dans un centre d'aide aux vétérans, je leur ai tendu l'enveloppe avec le montant total, je leur ai dit de marquer le don à son nom, pas au mien. Je ne l'ai pas fait pour avoir l'air noble. Je l'ai fait parce que je voulais que chaque trace d'elle signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Au moins, cette bague pourrait aider des gens qui n'ont jamais menti en la portant. De retour à la maison, j'ai tout arrêté, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai supprimé son email de mes contacts. J'ai décroché notre photo de mariage et je l'ai jetée dans une boîte marquée « Poubelle ». Calme, méthodique, comme gratter de la moisissure sur une cloison sèche. Elle a commencé à dormir sur des canapés presque immédiatement. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les scandales d'Atlantic City ont une façon de s'infiltrer dans tous les coins. Les mêmes amis qui remplissaient autrefois nos barbecues dans le jardin se sont divisés en deux. La plupart des gens ont commencé à garder leur distance. Non pas parce que je leur ai dit de le faire, mais parce que personne ne veut se tenir trop près d'une femme qui met le feu à son mariage et à sa carrière la même semaine. Des nouvelles sont revenues par quelques amis communs. Elle avait dormi sur le canapé lit de Tessa Crane, puis avait rebondi dans le studio exigu d'un collègue à Prescott. Elle n'est jamais restée longtemps nulle part. Quelques nuits ici, quelques nuits là. Une fois que les appels de mendicité ont commencé, les gens ont cessé de lui offrir de vrais lits. C'est alors qu'elle a essayé de revenir vers moi par des portes dérobées. Premier arrêt, ma sœur. Bryn l'a appelée tard un soir, en pleurant, jurant qu'elle était désolée, disant qu'elle n'avait jamais pensé que les choses déraperaient à ce point. Ma sœur n'a pas prêté attention. Elle a laissé Bryn divaguer, puis a raccroché et m'a appelé juste après. Nous avons dîné le lendemain.
Elle a fait glisser son téléphone sur la table et a appuyé sur lecture sur la messagerie vocale. La voix de Brin est sortie, tremblante et brisée. Je sais que j'ai fait une erreur. La voix de Brin s'est brisée à travers le haut-parleur, cette douceur étudiée qu'elle mettait toujours quand elle voulait quelque chose. Mais s'il te plaît, peux-tu juste lui demander de m'appeler? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ensuite, les collègues ont commencé à apparaître. 2 d'entre eux m'ont envoyé un texto la même semaine, disant que Brin s'était rendu dans leur bureau sous prétexte de déposer quelque chose, mais en réalité juste pour apitoyer. Les 2 fois, elle a essayé de glisser une ligne sur la façon dont j'allais, puis est partie sans plus. Un gars lui a dit sans détour, « Tu as fait ton lit ». Quand cet angle s'est tari, elle s'est présentée chez mon coiffeur, s'est assise dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'il lui demande enfin ce qu'elle voulait. Elle lui a demandé de me donner un mot. Il l'a jeté à la poubelle dès qu'elle est sortie. Après cela, les messages vocaux ont commencé à inonder ma ligne professionnelle. Des numéros différents à chaque fois. Des téléphones prépayés, des identifiants d'appelants bloqués, même une ligne fixe d'un hall d'église, à en juger par l'écho et les enfants en arrière-plan. Chaque message avait le même scénario. Je suis désolé. Tu me manques. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je ne sais pas qui je suis sans toi. Je les ai tous sauvegardés. Étiquetés par date. Je ne les ai jamais écoutés 2 fois. Ce n'était pas par nostalgie. C'était pour garder des preuves. La preuve que même après tout, elle n'arrêtait jamais de jouer la comédie. Même quand le public était déjà parti. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Je n'entrais pas dans sa pièce. Puis est venue la note. C'était un jeudi. Je venais de terminer l'installation d'une armoire de l'autre côté de la ville et je me suis garé dans mon allée alors que le soleil se couchait. Je l'ai repéré immédiatement. Une enveloppe blanche unie glissée sous l'essuie-glace de mon camion. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon prénom et une écriture que je n'avais pas vue depuis des semaines. Je suis resté là une seconde, hésitant entre l'ouvrir ou la brûler. Finalement, je l'ai ouverte. Pas par curiosité, par obligation, comme tourner la dernière page d'un livre que vous détestez déjà. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, recto seulement, manuscrite, sans salutation. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Mais je ne peux pas respirer sans essayer de te joindre. Je ne demande pas que nous revenions en arrière. Je te demande juste de me parler une fois, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Pas de signature, pas de numéro, pas d'adresse, rien à quoi répondre. Je l'ai pliée, je l'ai mise dans la boîte à gants et je l'ai fermée. Je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas épinglée au frigo comme une relique, je l'ai juste laissée dans le noir avec des serviettes de rechange et de vieilles cartes grises, parce que c'est ce que c'était maintenant, du désordre. Elle avait tout essayé, et maintenant il ne lui restait plus rien. La lettre est restée là pendant 3 jours avant que je ne réponde, non pas parce que je doutais de moi, ces doutes étaient partis depuis longtemps, mais parce que je voulais qu'elle sente le poids du silence. Quand j'ai finalement envoyé un texto, je ne lui ai donné qu'une heure et un lieu. Pas de politesse, juste l'adresse d'un restaurant en bordure de ville et un seul mot, demain. Terrain neutre. Loin de notre maison. Pas d'histoire dans les murs, juste des banquettes en vinyle craquelé, du café faible et une serveuse qui s'occupait de ses affaires. Je suis arrivé 10 minutes en avance, je me suis glissé dans une banquette d'angle d'où je pouvais voir le parking. Le dossier était déjà sur la table. À l'intérieur, les derniers papiers du divorce, pas de pension alimentaire, pas d'actifs partagés, pas de seconde chance. Elle est arrivée pile à l'heure, les cheveux attachés en arrière, pas de maquillage, pas de talons, juste un jean, un sweat à capuche délavé et des baskets qui semblaient avoir traversé plus que quelques regrets. Elle avait l'air plus mince, creusée, comme si l'énergie de maintenir les apparences s'était tarie. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et est restée silencieuse au début, les yeux baissés sur la table, puis regardant autour de la pièce comme si elle ne pouvait pas décider où regarder. Finalement, elle a dit « Merci de me rencontrer ». J'ai hoché la tête une fois, sans rien dire. Elle a pris une grande inspiration. Je ne suis pas là pour trouver des excuses. Je suis resté silencieux. Elle a dégluti difficilement, sa voix se brisant déjà. J'ai essayé de comprendre comment j'en suis arrivé là, comment nous en sommes arrivés là, et je sais que tu ne me dois rien. Je le sais, mais je dois dire ça. Je me suis penché en arrière, les bras croisés, toujours sans parler.
Ça a commencé bien avant ce week-end, a-t-elle dit, ses yeux croisant enfin les miens. J'avais l'impression de disparaître. Chaque jour était le même. Tu travaillais toujours. J'étais toujours fatigué. Et j'avais juste l'impression que personne ne me voyait. Je l'ai laissé continuer à parler. Je voulais que toutes les excuses qu'elle avait se déversent là, sur cette table. Cole n'était rien qu'une bêtise. Elle a dit que ce n'était pas de l'amour. Il ne s'agissait même pas de lui. Il s'agissait de quelqu'un qui me remarquait. Quelqu'un qui me trouvait amusante, attirante, comme si j'avais de l'importance. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé continuer à se défaire. Il ne signifiait rien, a-t-elle poursuivi. Je ne l'ai pas planifié. Je ne l'aimais même pas de cette façon. Mais une fois que ça a commencé, je ne savais pas comment arrêter. Et le temps que je veuille annuler, il était déjà trop tard. Je lui ai accordé 5 secondes de silence de plus, juste assez longtemps pour qu'elle s'imprègne du poids de ce qu'elle venait de dire. Puis j'ai enfin parlé. Tu ne te sentais pas vu, alors tu as réservé une suite de luxe avec un autre homme et tu as utilisé ma carte pour la payer. Elle a détourné le regard. Tu ne te sentais pas spécial, alors tu as ri au bord de la piscine avec ton collègue pendant que j'étais assis à la maison en pensant que tu étais à Houston. Sa voix était plus douce maintenant. Je sais. J'ai merdé. Non, ai-je dit d'un ton neutre. Tu n'as pas merdé. Tu as menti. Tu as triché. Tu m'as fait traverser l'enfer et tu as ensuite essayé de le déguiser en une histoire larmoyante sur le fait de se sentir invisible. Tu n'étais pas invisible, Bryn. Tu étais juste prétentieuse. Ses yeux se sont remplis, mais je n'ai pas arrêté. Tu m'as utilisé comme un distributeur automatique. Tu m'as menti en pleine face en planifiant une escapade d'un week-end avec un homme qui travaillait sous tes ordres. Et quand tout a explosé, tu n'as pas avoué. Tu as fait l'idiote. Tu as supplié pour être couverte. Tu as laissé tout le monde subir les conséquences pendant que tu pleurais à travers la ville. Elle a essuyé son visage avec sa manche, hochant lentement la tête. Tu as raison. J'ai pris le dossier à côté de moi, je l'ai sorti du siège et je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Les papiers finaux, ai-je dit. Déjà examinés. Pas de pension alimentaire, pas d'actifs partagés. Tu pars avec ce que tu as déjà, ce qui n'est pas grand-chose. Elle l'a ouvert, a parcouru quelques lignes, sa main tremblant. Tu ne vas même pas en parler? Je viens de le faire, lui ai-je dit. Il n'y a plus rien à dire. Mais je suis désolé, a-t-elle murmuré, les larmes coulant maintenant. Je le pense. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Et je le pense aussi, ai-je dit. Tu es libre maintenant. Moi aussi. Cela a atterri plus durement que tout ce que j'avais dit. Elle a tressailli comme si les mots brûlaient. Tu peux le signer maintenant ou l'emporter avec toi, ai-je ajouté en me levant. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Elle n'a pas bougé, elle est juste restée assise, serrant le dossier comme s'il pouvait se briser. Je me suis retourné, je suis passé devant le comptoir, j'ai fait un signe de tête à la serveuse et j'ai poussé la porte. Dehors, l'air était frais contre mon visage. J'ai marché jusqu'à mon camion, j'ai ouvert la porte et je n'ai jamais regardé en arrière. Elle voulait une conclusion. Elle l'a eue. Après le restaurant, je n'ai plus jamais entendu parler de Bryn. Pas d'appel, pas de messages vocaux, pas de visite surprise. Elle a juste disparu, ou a essayé. Des nouvelles sont revenues de gens qui ne pouvaient pas s'en empêcher. Elle avait déménagé à 2 villes de là, avait trouvé un emploi dans une chaîne de pharmacie près de l'autoroute, travaillant à la caisse. Pas de voiture, pas de voyage, pas de selfies dans les halls d'hôtel, juste un badge, des néons et une longue marche jusqu'à l'arrêt de bus si son service se terminait tard. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais je ne me sentais pas mal non plus. Ça semblait juste approprié. Des amis communs, ceux qui n'ont jamais pris parti mais qui ont tout vu, ont dit qu'elle racontait aux gens qu'elle avait tout eu autrefois, comme si son passé était un rêve volé, pas le gâchis qu'elle avait incendié pour une aventure d'un week-end avec un type qui ne pouvait même pas payer sa note de petit déjeuner. Pendant ce temps, j'ai reconstruit. J'ai acheté un GMC Sierra d'occasion. Un peu de rouille sur les côtés, mais solide sous le capot. J'ai transporté des chutes de bois. J'ai vidé le garage. Je l'ai transformé en atelier comme il l'était avant que la vie ne se complique.
J'ai recommencé à fabriquer des choses. Des chaises, des cadres, un travail simple, un travail honnête. Un copain du travail m'a invité à une soirée de poker, hebdomadaire, à faibles enjeux, juste des cartes et de la bière. Une pièce pleine d'hommes qui ne se souciaient pas de mon histoire. J'y suis allé ce premier vendredi, et je n'ai jamais arrêté. C'était calme. C'était régulier, rien d'extraordinaire, juste une poignée de gars, des cartes sur la table, quelques bières, et des rires qui remplissaient les espaces où le silence pesait autrefois sur moi. Ce silence était différent, léger, facile. De temps en temps, le nom de Bryn revenait. Toujours rapidement, jeté comme un bruit de fond. Je l'ai vu travailler à la caisse chez CVS, où, je crois qu'elle est avec un gars qui était barman au Redstone Bar. Rien qui n'est jamais collé. La confiance s'amenuise quand votre histoire a été racontée plus de fois que la bouteille au dernier appel. 6 mois après cette rencontre au restaurant, un email a atterri dans ma boîte de réception. Sujet, de Marlowe. Au début, je n'ai même pas reconnu le nom. Puis ça a cliqué. L'ex-femme de Cole. Le message était court. Et, je voulais juste te dire merci. Je n'aurais jamais su si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Ma vie est meilleure maintenant. J'espère que la tienne aussi. C'était tout. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne l'appréciais pas, mais parce que certains mots n'ont pas besoin de réponse. Ils ont juste besoin de s'installer. Je suis resté là avec ça pendant 1 minute, puis j'ai archivé l'email et je suis retourné poncer une planche de cèdre pour un banc sur mesure sur lequel je travaillais. La sueur de bois dérivait sur l'écran de l'ordinateur portable comme de la neige. Et je n'ai pas pris la peine de l'enlever. Les gens disent que la vengeance est un feu. Chaud, rapide, sauvage. Mais ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de la distance. Un contrôle silencieux. Pas une scène d'éclat. Pas une autre dispute criarde. Pas une fin dramatique remplie de larmes et d'excuses. Juste le travail lent et régulier de construire à nouveau quelque chose de solide. Une nuit, debout dans cet atelier avec la sueur de bois en suspension dans l'air, j'ai réalisé que je me sentais enfin seul. Pas abandonné, pas trahi, juste seul de la meilleure des manières. Et peut-être qu'un jour, si la bonne femme croise mon chemin, j'essaierai à nouveau. Pas de conte de fées, pas de foi aveugle, juste de l'honnêteté. Travaillez les yeux ouverts. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.